C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. Hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le CapGPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Emeline Manson, qui est spécialiste en cybersécurité. Qui dit IA, dit données, dit brèche de données. Et donc, on revient à la cybersécurité. C'est important, les amis. Donc, on a évidemment discuté des risques de l'IA en cybersécurité. Bon, j'ai vu des trucs de on clone ta voix. Est-ce qu'on pourrait appeler ma banque et prendre tout mon argent? C'est possible. De l'autre côté, il y a aussi le good cop, donc l'IA pourrait aider à régler certains problèmes de cybersécurité, pourrait entraîner les humains à être meilleurs en termes de cybersécurité. Donc, on a discuté de tout ça et aussi, bon, évidemment, ce qui s'en vient au Québec, la loi 25. Donc, si vous n'êtes pas au Québec, n'écoutez pas jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Mais si vous êtes au Québec, écoutez jusqu'à la fin. On parle de la loi 25, des implications de ce qui s'en vient. Ça s'en vient dans quelques semaines, je pense 12 jours potentiellement. Je pense que c'est le 25 septembre. Donc, c'est hyper important pour toutes vos données. Si vous voulez pouvoir faire de l'IA l'année prochaine, si vous voulez que le Père Noël vous donne un beau modèle d'IA, vous devez avoir des données et vous devez respecter les lois, s'il vous plaît. Donc, voilà, nouvelle loi 25. Emeline est une spécialiste et elle nous en parle. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, abonnez-vous. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein? Et évidemment que je crée ce genre de contenu sur le podcast toutes les semaines. Donc, je vous dis bon épisode et à bientôt. Bonjour Evelyne, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, merci d'être notre invité de la semaine sur le Keb GPT Podcast. J'aimerais te commencer cette discussion avec la question suivante. As-tu eu la chance d'essayer ChatGPT depuis que sa sortie? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait avec? Certainement. Alors, la réponse courte, c'est oui, bien sûr. Je suis quelqu'un de très, très curieux. Aux personnes qui nous écoutent, on a même un nouveau réseau social, là, Threads, qui appartient Mhm. à Meta. Je suis de celles qui étaient dans les premières à l'utiliser. Donc, je suis très, très curieuse. J'essaye les choses. Il y a des choses que je laisse de côté, d'autres choses que je continue. Mais ChatGPT est vraiment un bel outil, sincèrement, qui ne remplace rien à l'interne, mais qui enrichit ce que je fais. Donc, typiquement, tu sais, je parlais de Threads à l'instant, donc il m'aide à me structurer. Tu sais, c'est pas de la création de contenu que je fais avec ChatGPT, mais de la structure, tu sais, de structurer les idées quand on a plein de choses dans notre tête. C'est beaucoup ce que je vais faire. Des fois, de reformuler, tu sais, reformuler certaines phrases pour que ce soit plus politically correct. Donc, tu sais, c'est plus de la reformulation, de remettre ça cute indirectement. C'est beaucoup l'utilisation que j'en fais, mais sinon, pour faire de la recherche sur le domaine de la cybersécurité, non, pas du tout. Ça n'a pas été satisfaisant jusqu'à maintenant, mais non, de la restructuration, de la reformulation, oui. OK, cool. Des exemples aussi, tu sais, toi aussi, surtout dans ton domaine, tu sais, des exemples imagés, de dire, OK, voici un principe, fais-moi une analogie avec la vie réelle. Ça, je trouve ça vraiment nice aussi. Il est très créatif, disons-le. Très bonne idée, j'avoue, hein, dans des trucs plus techniques, là, fais-moi une analogie avec des fruits ou j'en sais rien, puis les gens vont être comme Ah, je connais les fruits, donc je peux parler d'IA maintenant. Bonne idée. Justement, tu parlais d'exemples ou de poser des questions par rapport à la cybersécurité. Certainement que c'est potentiellement pas la bonne façon de le faire. Euh, Par contre, il y a des nouveaux outils, de nouveaux modèles d'IA, Claude 2, qui te permettent de télécharger, par exemple, un long texte puis de faire des résumés. Ça peut être des trucs qui peuvent être intéressants, surtout dans des gros manuels ou des trucs comme ça là, Mm, qui pourraient t'aider à terme. Tu parlais aussi de Threads. ouais. Tu l'utilises encore? Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de l'utiliser dernièrement, d'après les graphiques que j'ai vus.
J'essaye de continuer d'être constante. Moi, je suis une personne très, très organisée et très, très trop, des fois. Hein. Mais oui, je continue d'en publier 2 par semaine. La structure que j'ai utilisée, c'est un premier un petit peu plus léger où est-ce que je pose sous forme de questions. Moi, j'aime utiliser des emojis partout dans ma vie et je trouve que c'est facile pour les gens de répondre. Et j'ai encore de l'attraction, j'ai encore de la réceptivité. Puis le deuxième contenu de la semaine, c'est vraiment un vrai thread, c'est vraiment un vrai fil avec plusieurs. Donc non, j'ai encore beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Étonnamment, pour vrai. J'ai pour vrai même plus d'engagement que Instagram. Ok, cool. Puis, étais-tu sur Twitter avant? Oui, es-tu N- encore sur Twitter? Non. Non, Twitter est une plateforme que j'enseigne puisque j'enseigne à Polytechnique en cyberenquête, donc j'en parle à mes étudiants. Mais moi, personnellement, j'étais pas une très, très fan de cet écosystème-là nécessairement, non. D'accord. Donc, tu étais sur Insta, tu as fait le switch sur Threads et tu continues à l'attraction. Super intéressant. Comme je te disais, j'ai vu la chute. Après ça, la chute. On Ouais. est l'été. Est-ce que les gens utilisent moins sur les plateformes l'été? Potentiellement aussi. Donc, à suivre. Maintenant, sont-on un peu dans le cœur du sujet de la cybersécurité? On vient de parler dernièrement de ChatGPT. Penses-tu qu'il y a des enjeux de sécurité avec l'utilisation de ce type d'outils de chat AI? Alors, fun fact, justement, je pensais pas te parler de ça, mais pendant que tu parlais tout à l'heure, ça m'est venu en tête. Justement, avec ChatGPT, tu sais, on peut avoir des espèces d'extensions. C'est pas le bon mot, là, mais des espèces de plugins où est-ce que tu peux Ouais. justement lire un PDF, aller chercher sur le web, là, là, là. Moi, à un moment donné, mon antivirus s'est excité dû à l'installation d'un des plugins, justement. Donc, je pense que ça, c'est une chose, voilà, je m'attendais pas à t'en parler aujourd'hui, mais ça, je pense qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on télécharge, les plugins et tout. Je pense qu'il va y avoir des petites choses frauduleuse et malveillante là-dedans, point numéro un. Mais sinon, au niveau de la cybersécurité, ça va être vraiment plus une utilisation malveillante de la part des criminels existants pour eux aussi peaufiner leur scénario, être plus créatifs, être plus innovants. Je pense que c'est ça, l'IA va être un outil, va être un moyen, va aussi être détourné pour mener à bien des attaques. C'est ma perception négative. J'ai une perception positive aussi, mais négative, c'est ça. Mhm. Tu parlais, euh, tu parlais des plugins, qui est au final un peu un genre de App Store, là, pour ChatGPT, tu peux aller télécharger des trucs qui vont devenir des ajouts à la plateforme. On sait que, par exemple, pour Apple, c'est très, très regardé. Ils font des gros, des je vais dire un gros check, là, en bon français, disons, avant de te laisser publier une application. C'est pas clair OpenAI aujourd'hui quels sont leurs standards, certainement qu'ils sont plus faibles que ceux d'Apple. Donc, effectivement, faire hyper attention. Et du côté des cyberattaques, c'est clair que les pirates pourront utiliser ce type d'outils. As-tu Et j'ai même vu, en fait, sur le dark web, des modèles complets, pas ChatGPT aujourd'hui, qui est quand même assez regardé à ce niveau-là, mais des modèles complets entraînés sur le dark web pour générer, par exemple, des fraudes ou des trucs comme ça. Là. As-tu des exemples d'attaques qui pourraient venir, ou même pas nécessairement des attaques, mais des trucs qui pourraient être utilisés par les cyber-pirates? Mais tu sais, tout à l'heure en off, on parlait un petit peu de la loi 25, de la protection des données, de la protection des renseignements personnels. Je pense qu'il faut s'inquiéter par rapport à tout ça parce que on peut très facilement imaginer que les cybercriminels pourraient saboter des systèmes d'intelligence artificielle, altérer les données qui sont utilisées tu sais, pour former l'intelligence artificielle. Par exemple, un pirate qui pourrait c'est insérer de fausses données dans le flux d'informations d'une entreprise pour induire en erreur le système IA qui est à l'interne, ce qui pourrait donc conduire à des mauvaises décisions, à des vulnérabilités de sécurité, des pirates qui pourraient justement, on le disait, altérer les données qui sont utilisées pour former cette intelligence artificielle. Donc, mettre des situations qui sont normalement problématiques, ben, comme introduire des images comme quoi, ben non, c'est pas problématique. Donc là, tous les signaux sont à off indirectement. Donc ça c'est un exemple. Mais il y a juste à avoir très, très tangible et très, très proche de nous. Je suis sûre que tu l'as remarqué. Mais rien que les messages d'hameçonnage, de phishing qu'on reçoit aujourd'hui sont beaucoup plus beaux, sont bien faits. Pas de faute d'orthographe, Ouais. de faute de syntaxe. Et la plupart des gens sont
à l'extérieur. Tu sais, on a l'avantage, nous, ici au Québec, d'être francophone. Donc, déjà, quand je reçois un message en anglais, généralement, je vais le mettre à la poubelle tout de suite. Mais là, on vient de dépasser un petit quelque chose avec tous ces outils-là qui permettent de bien parler, de bien présenter, tu sais, de donner un ton aussi au message en se faisant, tu sais, en disant, ben, prends le ton de tel personnage connu, comment lui, il écrirait le message. Donc ça, oui, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. J'ai plein d'autres exemples, tu sais, par rapport à la voix. C'est parce que là, on est ChatGPT, on pense à l'écrit beaucoup, le Ouais. chat, mais au niveau de la voix, il y a plein d'aspects aussi. Mais je veux te laisser rebondir avant de poursuivre parce que j'ai plein de trucs, forcément. Ouais, ben c'est clair. Puis tu vois, la voix, chez Desjardins, dernièrement, il m'avait demandé si je voulais pouvoir je sais pas quel est le terme, là, mais s'assurer que ce soit moi grâce à la La voix. reconnaissance, ouais. Ouais. Mhm. Puis je pense qu'ils l'ont enlevé. Je suis pas certain, mais c'est parce que ça doit devenir avec, par exemple, Eleven Labs, qui est une entreprise qui permet de cloner ta voix. Je sais pas, tu m'appelles plein de fois, je dis bonjour, 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 c'est qui? Puis à un certain point, tu es capable de cloner ma voix, j'en sais rien, mais ça devient de plus en plus possible. Penses-tu que ça va rester un moyen de s'identifier la voix ou? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on va vivre avec notre temps et que c'est probablement quelque chose qui va être amené à disparaître parce qu'effectivement, ça peut être dupliqué et ça peut être trompé versus un code que je reçois sur mon téléphone directement. C'est un vrai double facteur Ouais. d'authentification. Bah là, on est vraiment plus face à quelque chose de sécuritaire. Et je pense qu'on va devoir s'adapter parce que, faut se le dire, les fraudeurs ont toujours un peu une longueur d'avance. Ils exploitent des choses. Moi, ça fait déjà des années que je dis aux gens de quand tu réponds au téléphone, ne réponds pas par oui, allô. Ce oui-là, déjà depuis un petit moment, on peut comme l'exploiter et que ce soit considéré comme c'est un oui, une approbation qu'on donne dans certains appels. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi la création de faux appels. C'est arrivé à quelqu'un dernièrement dans mon entourage. Un de ses employés a reçu un appel. C'était vraiment sa voix à lui. C'était la Ah voix ouais. du dirigeant. Et pourtant, c'est une petite PME au Québec. Tu te dis, c'est quoi les chances que ça nous arrive à nous? Ben, les chances sont quand même grandes ultimement parce que on a tendance à sous-estimer la valeur de nos données, de sous-estimer la valeur de ce qu'on a en termes de propriété intellectuelle aussi. Et c'est l'humain, hein, je dis souvent l'humain, j'aime pas dire que c'est la faille, que c'est le maillon faible, j'aime pas du tout cette expression-là, mais je pense que c'est là où est-ce qu'on a du pouvoir en termes d'amélioration, de former cet humain-là. Bon, ça, on rentre dans mathématiques en soi, là, mais c'est un peu des services à la clientèle, comme tu disais, la banque qui nous appelle. Et là, la personne au téléphone nous persuade, nous, on fournit des informations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais, beaucoup d'éléments en lien avec ça. Il y a aussi, mais tu sais, il y a des trucs assez fascinants, pour de vrai, où est-ce qu'on va analyser la voix. Là, les pirates, ils peuvent utiliser l'IA pour analyser la voix des victimes, recueillir de l'information supplémentaire sur elles. Exemple, j'analyse la voix de la personne, puis là, je peux savoir à peu près ben, quel âge est-ce qu'elle a, c'est quoi son genre, est-ce qu'elle a un accent, c'est quoi son état émotionnel dans lequel elle se trouve en ce moment. Puis à ce moment-là, les attaques sont affinées plus. Ouais, tu vois, je m'amusais souvent à répondre aux pirates puis à les troller, mais je le ferai plus parce que sinon ils peuvent prendre ma Tu, voix. Mais c'est que tu tu sais, construis leur base de données. ouais, c'est ça, tu sais, il y a deux côtés, là. J'ai eu beaucoup de plaisir à m'amuser avec eux puis à leur poser des questions et à leur faire perdre leur temps, mais effectivement, il faudrait que je change ma voix peut-être pour qu'ils puissent pas m'utiliser à terme. Tu as parlé un petit peu de la loi 25, justement. C'est quelque chose qui est actif aujourd'hui, qui s'en vient. Peux-tu un peu nous en parler? Comment ça affecte la PME au Québec? Certainement. Alors, c'est une loi qui est entrée en vigueur officiellement l'année dernière, mais qui entre en phase de façon graduelle. Donc, depuis le 22 septembre l'année passée, 2022, on a des choses à mettre en place dans nos organisations. Qui est-ce que ça concerne? C'est pas juste les PME, pas juste les entreprises, c'est n'importe quelle entité, n'importe quelle personne qui recueille, qui collecte des renseignements personnels sur des personnes au Québec, sur des Québécoises, Québécois. Cette année, c'est le gros morceau, septembre 2022, 23, là, le 22 pour être exemple, 22 septembre 2023. Ça fait beaucoup de septembre et de 20, mais c'est le gros morceau en termes de politique de confidentialité à mettre en place. La loi 25, ce qu'elle veut, c'est d'assurer que les entreprises, les organisations prennent leurs responsabilités face à la protection des renseignements personnels. Ce qu'on veut, c'est protéger les citoyens, citoyennes. Il y a eu une panoplie de fuites de données dans les dernières années, Ouais. pas besoin de nommer quoi que ce soit. Il y a forcément des images Desjardins. qui viennent en tête J'ai un petit peu mal à la gorge. à tes souhaits. Ouais.
Mais c'est ça. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait plus de contrôle. Il y a des grosses amendes, des grosses pénalités qui s'en viennent, à la fois si on n'est pas conforme, mais à la fois si on a eu un incident et qu'on n'a pas répondu comme il fallait. Donc, beaucoup d'ajustements, beaucoup de questionnements pour nos entreprises à savoir qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je l'ai, qui y a accès, comment c'est protégé. Ouais, c'est une grosse cartographie à faire. OK, parfait. Oui, puis je connais un peu plus le RGPD parce que je vais travailler avec des entreprises européennes. Est-ce que dans ce cas-ci, il va y avoir on a besoin de stocker certaines données au Québec, au Canada? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Alors, c'est recommandé dans un monde idéal à ce que ça reste au Québec. Maintenant, on peut quand même continuer de faire affaire avec des fournisseurs externes, donc au Canada, ailleurs dans le monde, parce qu'on va se le dire, il y a très peu d'entreprises. Tu sais, il y en a, mais il y a très peu de données qui restent vraiment au Québec. C'est même quand Ouais, on regarde les grands de ce monde, même Microsoft n'a pas de serveur au Québec, c'est au Canada. ouais, Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce que la loi appelle des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je dois faire une évaluation, puis déterminer si la donnée, si elle va à cet endroit-là, est-ce que ça représente un risque? Est-ce qu'il y a des avantages? Quels sont les inconvénients? Et ainsi de suite. Donc, on nous recommande en tout cas de faire cette évaluation-là, puis de se baquer finalement. Mais entre toi et moi, dépendamment du fournisseur, mais des fois, on a des tout petits fournisseurs au Québec et ils n'ont pas nécessairement les mêmes moyens qu'une grosse entreprise qui ouais. serait à l'extérieur. Donc, tu sais, dans la gestion de risque et dans l'évaluation, des fois, ces grosses entités, même si elles sont pas, les données sortent du Québec, ben, ça reste quand même plus en sécurité. Ouais. Je suis pas un énorme fan de Google en général pour Mhm. plein de choses, mais Google Cloud a des serveurs à Montréal si jamais ça peut intéresser quelqu'un qui voudrait justement que ses données restent au Québec et ils se vantent que ces serveurs sont plus verts parce qu'ils Oui. viennent avec sont en fait utilisent de l'hydroélectricité au lieu d'autres moyens ailleurs. Donc, ça peut être une alternative intéressante. As-tu des conseils pour des gens qui seraient un petit peu en retard par rapport à la loi 25? Là, ça arrive extrêmement vite. C'est quoi peut-être les deux, trois conseils que tu peux donner aux entreprises qui cherchent à devenir, j'allais dire compliance, mais il doit y avoir un meilleur terme en français. Conforme en français. Conforme. Gardons en tête que je ne suis pas avocate, hein, je suis Oui, criminologue, puis je suis chargée de cours à Poly, mais tu sais, un des bagages que je n'ai pas, c'est d'être avocate. Donc, apprendre, tu sais, on a quand même toute une formation de 2 heures où est-ce qu'on oui, aborde la loi 25 dans ses détails. Mais il y a certains aspects très, très spécifiques dont je vais mentionner à l'instant, mais petit devoir aux gens qui nous écoutent, assurez-vous que votre responsable de la protection des renseignements personnels a été nommé chez vous à l'interne. Donc, c'est le RPRP. Cette personne, par défaut, elle a été nommée. Sans qu'on le sache, ça, c'est le rôle de la plus haute autorité de notre organisation. Et par défaut, depuis septembre 2022, il y a quelqu'un qui occupe ce merveilleux rôle de plus, sans le savoir possiblement. Donc, devoir numéro un, aviser cette personne, puis voir est-ce qu'elle veut garder ce rôle-là. C'est quelque chose qu'on peut déléguer à l'interne, à l'externe, mais RPRP, premier petit devoir. Aussi, ce qu'on doit faire depuis l'année dernière, c'est qu'on doit tenir un registre d'incidents, de confidentialité. Donc, c'est vraiment un document, c'est vraiment un fichier Excel dans lequel on va documenter quand j'ai un incident, voici ce qui est arrivé, voici les circonstances, voici qui sont les personnes concernées. Et dans certains cas, je ne vais pas rentrer trop dans le technique pour ne pas perdre nos gens, mais on doit s'auto-dénoncer à la commission d'accès à l'information. Quand il y a un risque vraiment très sérieux pour les personnes concernées, on doit aviser la commission d'accès à l'information, qui est le régulateur de tout ça. Et puis, ben, je peux dire quelque chose, je l'annonce en primeur, je pense que c'est la première fois que je le dis publiquement comme ça dans un podcast, mais un une des scoop grosses... Ah sur le ouais, Cap GPT podcast. Notre premier scoop. Vas-y, Emeline. ben, c'est qu'un des gros morceaux de la loi 25 pour septembre cette année, 2023, c'est que chaque organisation doit mettre des procédures internes en place. C'est-à-dire, bon, ben, quand je reçois une demande d'accès à l'information, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai un employé qui quitte, c'est quoi le checklist? Qu'est-ce que je fais? Et toi, tu me connais depuis un petit moment déjà et tu sais que j'haïs faire travailler les gens sur exactement la même chose. Et je trouve que ça fait aucun sens quand c'est des modèles qu'on peut partager, qu'on peut créer et partager. Donc, c'est la direction dans laquelle je m'en vais. Les politiques, pas les politiques, mais les procédures sont prêtes. J'ai travaillé avec une avocate, une fille en TI là-dessus pour offrir des modèles. Donc, les gens, restez proches de tout ça. Je ne sais pas quand l'épisode va sortir, mais mesprocédures.com va être le site web où est-ce que tout le monde pourra télécharger gratuitement cette trousse avec l'ensemble des procédures. Donc, ça nous permet de se concentrer sur notre zone de génie, puis au moins d'avoir un début de piste en termes de procédures à mettre en place.
Ben ouais, je pense que l'épisode va sortir le 13 septembre, Ah oui, fait que ce juste sera dispo. parfaitement, juste pour avant la tombée de la deuxième année de la loi 25. Donc, ça va être à tous ceux qui auront besoin de ça, ça va être disponible sur ton site. Peut-être tu peux le donner maintenant. Je le mettrai aussi Ça en va être description. mesprocédures.com. On a essayé de garder ça simple, mesprocédures.com. Puis sinon, en allant m'ajouter sur les différents réseaux sociaux de mon côté. Émile Menson, il y en a juste 2 dans le monde. J'ai cet avantage. De ton côté, vous êtes combien? Sais-tu? Ben, Charles de Montigny, il y a moi, puis il y a aussi un ancien gouverneur d'Indochine. Donc, on est deux, Tu mais fais un seul qui est partie. vivant. Ah, ok, moi, elle est encore vivante, au moins. Je pense qu'elle a 10 ans de plus que moi, puis elle habite à Marseille, en France. On est juste 2, nous aussi, donc Ah. j'ai C'est parce encore que de la l'Indochine a compétition. tombé il y a quelques années, Oui. donc le gouverneur n'a pas suivi. Tu disais que on a toutes les entreprises, en fait, ont un responsable. C'est quoi, c'est le gouvernement qui les a nommés ou qu'est-ce qui arrive si tu n'as pas nommé personne? Tu en as quand même un qui est responsable? Oui, par défaut, même si toi, tu as nommé personne officiellement, par défaut, c'est le rôle de la plus haute autorité de l'organisation. OK. Donc, par défaut, il y a quand même quelqu'un qui a été nommé. Dans le cas d'une OBNL, souvent, on se pose la question, on pense que c'est la direction générale, mais c'est erroné. En fait, la plus haute autorité, c'est la présidente du CA, qui OK. ensuite peut déléguer ça à la direction générale. Mais oui, par défaut, c'est pour ça que je dis, la plupart des entreprises ont cette personne qui est nommée d'office sans savoir qu'on occupe cette casquette de plus. Donc, si tu es à l'écoute et que tu es présidente d'un conseil d'administration d'une OBNL qui, par exemple, ramasse des fonds avec des potentiellement numéros de carte de crédit et tout, nommer quelqu'un parce que j'imagine que tu pourrais te faire poursuivre ou j'en sais rien à ce niveau-là. En fait, même chose pour ton entreprise, c'est toujours mieux de nommer quelqu'un qui est au courant qui est responsable et qui est potentiellement pas justement sur le board qui pourrait justement se faire poursuivre à ce Mhm. niveau-là. On va continuer un petit peu sur le côté cybersécurité. Pour une PME, ou pour n'importe quelle entreprise en fait, ou pour même une OBNL, là, comment on peut évaluer rapidement l'efficacité de ces mesures en cybersécurité? La cybersécurité, on peut la splitter en plein de domaines, hein, parce que c'est un mot un petit peu comme tu me dis, oh, je travaille en marketing, puis ça veut rien dire. Ça veut tout dire en même temps et ça veut rien dire. La cybersécurité, je dis souvent que c'est un peu la même chose. Il y a tellement d'expertise. Tu sais, moi, je m'adresse beaucoup plus et j'adresse beaucoup plus le côté humain, la formation aux bonnes pratiques en ligne, mais ça prend, tu sais, il y a tout un aspect légal, forcément, loi 25 avec la cybersécurité. Il y a tout un aspect relations publiques, il y a tout l'aspect technique, technologique. Donc, moi, je vais parler avec mon chapeau à moi. Je vais avoir d'autres pistes de solutions et de réponses pour le côté technique, bien sûr. Mais comme ta question, c'est quoi les termes exacts que tu as utilisés juste pour être cohérente? Ben, évaluer. La posture, évaluer comment on est prêt Ouais, ben finalement. c'est ça, tu sais, en cybersécurité, là, Ben, est-ce tu sais, qu'on ça est nul pourrait. ou... Mais le côté technique, c'est un petit peu plus objectif, tandis que le ouais. côté humain, c'est un peu plus subjectif. Mais nous, ce qu'on fait, tu vois, typiquement à l'interne, on va proposer à des clients de faire une évaluation diagnostique de leur niveau de protection. Mais ça, c'est vraiment exclusivement sur l'aspect humain, c'est-à-dire de revoir finalement, faire un 360, faire un inventaire des pratiques qu'on a en ligne. OK, nos mots de passe, on les gère comment? Nos courriels, on les gère comment? Les données, où est-ce qu'elles sont? Puis comment est-ce elles sont protégées? Donc, partout où est-ce que l'humain a du pouvoir sur la technologie, de voir un petit peu, ben, c'est quoi notre cadre, c'est quoi notre balise, de mettre aussi des procédures en place à l'interne, parce que c'est bien beau pour nous un mot de passe robuste. Nous, c'est, je sais pas, moi, c'est 15 caractères avec des majuscules, des minuscules, pas de nom du chien ni du lapin. Mais ça, c'est notre définition à nous. Et si on veut que nos équipes soient dans cette cohérence-là, il faut l'inscrire et l'indiquer à quelque part. Est-ce que c'est permis de travailler à l'extérieur de la maison? Est-ce que c'est permis de travailler justement dans le train? Est-ce qu'on a des VPN? Non. Tu sais, ça prend quand même des balises écrites pour tu sais, être rigide puis te dire Ouais. voici ce que vous avez le droit de faire. Non, mais juste de donner au moins un cadre et une espèce de latitude. Ça permet d'ouvrir la discussion aussi. Donc, ce serait le premier point. Un truc qui est intéressant, qui commence à être démodé, je trouve, qui mériterait d'être réinventé, mais c'est ce qu'on appelle les tests de phishing, les tests d'hameçonnage, où est-ce que Ouais. tu envoies un courriel
à toute l'entreprise, puis tu vois qui a cliqué. Mais ça, je trouve que ça, c'est intéressant, mais on oublie une portion un petit peu du problème, c'est que il n'y a pas de l'hameçonnage juste par courriel. Tu sais, de Ouais. plus en plus, on est sur nos laptops, sur l'heure du lunch, on est sur notre laptop de job, on va sur Facebook, quelqu'un m'envoie un message, je clique dessus, et ça pourrait être une porte d'entrée. Donc, il y a tellement d'autres portes d'entrée, d'autres alternatives. Là, on parlait justement des plugins avec ChatGPT. On pourrait parler de toutes les extensions qui existent sur Chrome qui sont pas nécessairement toutes bienveillantes. Là, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en panique aujourd'hui sur LinkedIn qui disait qu'elle avait téléchargé un espèce de nettoyeur pour son Apple, tu sais, une Ouf, application mobile. ouf. Oui, ouais, ça sent mauvais, clairement. Son téléphone s'est mis à biper à un moment donné tout seul. Et comme, je pense qu'il y a quelqu'un là-dedans. Il faudrait peut-être l'inspecter. Euh, donc, je pense qu'il y a tellement d'autres choses que je pourrais dire, mais je vais me limiter à ces quelques aspects. Comment je fais pour savoir que je suis en business? Ben, c'est pas un travail solitaire, la cybersécurité, surtout quand on est en entreprise et qu'on a des employés. Il faut les motiver, les mobiliser, les membres de notre équipe pour que ce soit important pour eux aussi. Et généralement, ça passe en leur parlant de leur vie privée. Et après, les Ouais. bonnes pratiques arrivent au travail, mais de leur parler de leurs enfants, de leur parler de leurs conjoints, conjointes, de leurs parents. Là, on les touche et on a leur attention pour la suite. Ouais, tu t'as glissé un mot sur les courriels de phishing et autres. Je pense que c'est une bonne façon. Surtout là, avec l'IA, j'imagine que ça va être de plus en plus facile d'en générer tout plein de formes différentes. Puis peut-être se nourrir même des vrais courriels de phishing rapidement, puis itérer. Puis comme tu disais, ça peut être mettons, multiplateforme, cross-plateforme, là. Ça serait super, mais ça donne aussi une façon au moins ça donne envie aux gens de rester plus réactifs, puis ça va pas arriver une fois tous les 2 ans, mais il y en a peut-être un tous les 2 semaines qui rentrent, puis c'est une bonne façon. Même chose, tu parlais aussi des mots de passe. Tu sais, il y a plusieurs bases de données qui ont coulé là, dans les dernières années de mots de passe, et c'est plus facile que jamais de chercher dans ces bases de données-là avec l'IA et toutes les autres techniques de science des données. Donc, j'inviterais tout le monde à ne pas utiliser le même password partout, le même mot de passe partout, parce que c'est tellement rendu simple pour les pirates d'exploiter les avancées de la technologie pour aller te frauder ailleurs, même si c'est pas des comptes qui ont de l'argent, là. J'ai des amis qui ont été fraudés sur LinkedIn dernièrement. C'est un petit peu embêtant. Ils vont pas perdre de l'argent, mais ça leur fait quand même perdre du temps et potentiellement de la crédibilité si jamais il y a des trucs qui sortent à ce niveau-là. Ouais. Personnellement, j'utilise OnePassword. C'est facile. Il y a des Mhm. extensions Chrome. C'est fièrement canadien, mais il y en a d'autres. Et je sais pas si tu en as un préféré, Emeline. J'essaie de ne pas prendre de parti pris. Donc, il y en a un dans le lot que je vais te mentionner que j'utilise personnellement, mais je vais t'en nommer trois quand même pour être neutre là-dedans. OnePassword est un très, très bel exemple. Je vais même t'en nommer mes quatre, un bonus. OnePassword, Bitwarden, très connu aussi, Dashlane, qui eux, ils sont français. LastPass, qui a fait du bruit dernièrement, mais que j'ai un avis un petit peu plus nuancé là-dessus. Ouais, Mais ce seraient les quatre que je recommande généralement après, ils se valent tous, hein, ils ont tous un petit peu leurs défauts, ouais. leurs qualités, mais grosso modo, ça reste de très belles solutions. Ah, c'est Vraiment. ça. Puis en 2023, je pense que c'est un must d'avoir ça et d'avoir des passwords générés automatiquement par ces trucs-là, tous différents. Euh, ce n'est plus un pour faire du zèle, là, c'est vraiment hyper important Mais oui. d'avoir ce genre de truc-là parce que la donnée, peut être générée. Et même, c'est ça, on parle en même temps de LinkedIn, tu vas chercher de la donnée sur quelqu'un. Après ça, tu pourrais rentraîner un modèle de machine learning avec ça, écrire à quelqu'un d'autre avec son style d'écriture. Et là, on peut penser à des attaques de plus en plus intelligentes à suivre. Mais potentiellement aussi que l'IA pourrait aider de l'autre côté. Penses-tu que l'IA pourrait justement, dans quelle mesure ça pourrait nous aider à réduire notre risque en cybersécurité? Bah, c'est super utile. Et je disais que j'avais un avis positif sur la question aussi. J'essaie d'avoir quand même toujours les deux, la balance, mais ça, c'est super utile aussi pour venir détecter les attaques, détecter les intrusions, pour analyser des vulnérabilités aussi dans des systèmes, pour identifier des schémas d'activité suspectés aujourd'hui. Si je pense aux antivirus, typiquement,
tu sais, un antivirus, c'est un petit peu démodé, dans le sens où maintenant, la nouveauté, et puis là, le nom m'échappe, comme par hasard, je confonds toujours je sais plus, il y a trois lettres, mais que je confonds toujours EDR, mais ça, je crois pas que c'est, ou, je sais plus. Bon, je ferai ma petite recherche, puis je te le Ouais. redirai tantôt, mais où est-ce que c'est des antivirus, mais tu sais, un antivirus qui est lié avec une intelligence artificielle, puis qui dit, cette personne-là, elle fait pas ça d'habitude sur son ordi, on va le Ouais. bloquer. Donc, tu sais, une espèce d'analyse quand même comme ça de schéma d'activité pour venir renforcer la sécurité aussi en automatisant plein de tâches parce que indirectement, la cybersécurité, c'est beaucoup d'analyse. C'est de l'analyse de communication, c'est de l'analyse de trafic sur le réseau, c'est beaucoup d'analyse. Donc, il y a beaucoup de tâches qui peuvent être automatisées pour faire ça beaucoup plus rapidement en lot et ben, patcher beaucoup plus rapidement quand il y a des vulnérabilités aussi. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est l'analyse de données. On peut penser, ça fait des années que les grandes compagnies de cartes de crédit utilisent ce genre de système-là pour analyser tes patterns d'achat, voir si c'est comment tu consommes habituellement avec leur carte de crédit et bloquer la carte au besoin. Mais on peut penser potentiellement que, effectivement, dans tes systèmes, ça pourrait être la même chose. Et avec l'IA qui devient de plus en plus intelligente, on ne se fera pas bloquer souvent pour rien et ça pourrait bloquer les cyberattaques. Probablement que Google et Microsoft utilisent déjà un peu ça parce que parfois, dans des cas que j'utilise de manière différente ou que si je suis ailleurs, ben, ça va me demander justement une autorisation à plusieurs facteurs. Euh, on va terminer là-dessus. Est-ce que il y a des dirigeants. En fait, si tu avais des conseils généraux là, pour des dirigeants, pour les aider à garantir une meilleure cybersécurité à l'ère de l'IA, peut-être un conseil plus général, ce serait quoi? Si tu me le permets, je fais simplement un petit détour, simplement Oui, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais par rapport au fait que l'IA pourrait automatiser l'analyse des données, on n'a oui, pas beaucoup parlé des publications qu'on peut oui, faire en ligne, de ce qu'on publie en ligne de façon générale. Il faut s'attendre à des petits robots qui vont collecter tout ce qu'on a mis un petit peu sur le web et le rassembler. Donc, il s'agit d'utiliser l'IA pour analyser les informations personnelles, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le web de façon générale, puis là de trouver quel serait le point sensible de cette personne, une thématique qui la fera réagir en fonction de son contexte. Donc, faut penser aussi à ça dans, quand on publie sur les réseaux sociaux, et je le dis depuis le début, hein, et puis là ça va être la rentrée en plus, donc je resensibilise nos gens à ça, c'est juste la photo de notre enfant pour la rentrée donne beaucoup d'informations. Tu ouais, sais, si tu mets une photo devant l'école, ben, tu sais c'est quel quartier, tu sais c'est quelle école, tu sais que ton enfant il est fan de Pokémon, de Pat' Patrouille, de Barbie, peu importe, surtout la Barbie, hein, fait du bruit. Donc c'est sûr, on va avoir plein de sacs Barbie. ouais. Tu sais, de savoir mon enfant il a quel âge, ça donne beaucoup d'informations. Donc attention à ce qu'on publie en ligne de façon générale. On n'a pas parlé aussi de tout ce qui touche les images générées par l'intelligence artificielle. Ça aussi, ça va faire du mal en termes de fausses nouvelles, Ouais. de deepfake, d'escroquerie, de harcèlement et ainsi de suite. Ça, on va en voir certainement. Mais de façon générale, je pense que tu sais, le message que je veux passer à nos gens aujourd'hui qui nous écoutent, c'est d'adopter une posture proactive. Je pense que c'est essentiel. Ça signifie de mettre à jour, oui, régulièrement nos logiciels, nos systèmes, de surveiller les menaces potentielles, de former nos employés, on le disait aussi, mais je pense qu'il faut être proactif, faut pas être découragé parce que l'intelligence artificielle nous réserve. Je pense que la meilleure défense, c'est une bonne attaque indirectement, hein, et dans le monde de la cybersécurité, ça signifie toujours être un pas en avant, d'être innovant, d'essayer de s'adapter pour contrer justement les nouvelles menaces et ainsi de suite. Donc, il faut être, je pense, courageux, intéressé, curieux, pour faire de l'IA notre allié finalement, pour Ouais. contrer tout ça, mais sensibiliser, planifier. Moi, comme je te disais, je suis une fille tellement un peu too much organisée, mais je pense que c'est une déformation professionnelle indirectement, mais ça prend un plan. Tu sais, si on est victime d'un incident, d'une attaque, il y a un compte qui a été piraté, il y a un ordi qui a été perdu, peu importe, c'est quoi que j'ai mis en place? C'est quoi le plan? On n'est plus dans l'état émotionnel pour réagir de façon neutre. Non, pas du tout. On est tout Ouais. plein d'émotions, un paquet d'énergie et de boules de nerfs. Donc, ça prend un plan en amont de dire, OK, je prends ma checklist, je l'ai faite à tête reposée. Voici, il arrive quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, préparation, plus. On veut te suivre sur les réseaux sociaux. Ça se passe où?
Emeline Manson, il y en a juste deux dans le monde, donc généralement je ressors la première sur Google, Super. mais très active sur LinkedIn. On a aussi une chaîne YouTube avec plein de petites capsules vidéo pour sensibiliser. Donc je suis pas mal partout, je dirais. La seule place où je suis pas encore, c'est TikTok, parce que voilà, ça demande tout un autre type de création de contenu, Ouais. mais très facilement retrouvable et très très accessible. C'est ce que je veux, c'est vraiment contribuer à un espèce de d'univers, de monde où tout le monde est sensibilisé face au risque, puis tout le monde est outillé aussi pour le prévenir. Donc, c'est ma vision un peu magique, mais c'est ma vision quand même. Ben, merci beaucoup, Emeline. Ça a fait très plaisir de t'avoir sur le podcast et à bientôt. Merci à toi pour l'invitation.